On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous présente le candidat de l'équipe La Plante dans NDL Saint-Gérard-Ouest, Pierre Boudreau. Mais d'abord, c'est la Semaine nationale de prévention du suicide. Dans la région, on a un centre qui s'occupe de ça. On peut évidemment faire appel à leur service. Il y a la ligne d'appel, le centre d'appel 24/7. Il y a aussi d'autres services qui sont disponibles. Bref, on regarde ça à l'instant. On est actuellement en plein cœur de la Semaine nationale de prévention du suicide et évidemment, avec le contexte de la pandémie, je pense qu'il est d'autant plus important d'en parler cette année de prévention. Avec nous pour en discuter, elle est directrice générale du Centre de crise et de prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, Myriam Lafont. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, en temps normal, quand c'est la Semaine nationale de prévention du suicide, vous-même, vous créez des activités, etc., etc. Là, on est dans avec la pandémie, évidemment, on ne peut pas faire beaucoup d'activités. Mais évidemment, le suicide, ça existe encore, ça va encore exister demain. Puis en plus, où on parle beaucoup de santé mentale ces temps-ci et de pandémie, évidemment, comment ça s'inscrit, vous, dans vos opérations de tous les jours, ce contexte de la COVID-19? Oui, actuellement, on est en plein dans la semaine qui a débuté hier de la prévention suicide et à cause de la COVID, on ne fera aucune activité. Puis, pour nous, cette semaine va s'inscrire dans les 52 autres semaines de l'année. Donc, on manifeste notre présence beaucoup avec nos réseaux sociaux à être là. Puis, vraiment, peut-être prendre soin de notre équipe. On va vraiment souligner la semaine de la prévention suicide en prenant soin des gens qui prennent soin de la population. Donc, c'est vraiment l'angle qu'on va donner à la semaine de la prévention suicide en prenant soin de notre équipe. Les gens qui œuvrent en santé mentale, les gens qui reçoivent des appels, surtout ces temps-ci, on dirait que c'est plus lourd pour tout le monde. Tout le monde est un peu tanné. Et je présume que pour les intervenants qui travaillent chez vous, c'est la même chose aussi. Donc, ça peut venir lourd à longueur de journée d'avoir à gérer des cas qui sont émotivement difficiles. Donc, ça pèse lourd sur le personnel aussi. Le personnel vit les mêmes conséquences de la pandémie. Donc, ils vivent aussi le couvre-feu, vivent aussi le stress de on ne sait pas à quoi s'attendre au quotidien. Donc, les intervenants, puis nous-mêmes, là, à la direction ou dans le comité de gestion, on vit ce stress-là depuis bientôt 1 an, là, qu'on vit ça, la même chose que la population. Puis, de plus, on doit être présent pour la population. Fait qu'effectivement, ça nous... Pas que c'est plus difficile de faire notre travail, on est peut-être un peu plus fatigué à ce temps-ci de l'année, avec le manque de soleil aussi, avec la froideur, là, l'hiver. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment prendre soin de notre personnel. Sentez-vous plus de détresse dans les appels que vous recevez, dans le nombre d'appels que vous recevez? J'ouvre la parenthèse. Le printemps dernier, on recevait les gens de la maison INOP. On vous a parlé à vous autres aussi. Puis on disait comme au début de la pandémie, on s'est dit, c'est comme si les impacts ne seront pas tout de suite. Ils vont être après. Bien là, on est, comme vous dites, approche 1 an. Est-ce que vous sentez une différence dans le nombre ou le type d'appels que vous recevez? Oui, on a eu une augmentation, là, je vous dirais, là, depuis l'automne, là, on a eu une augmentation du nombre d'interventions qu'on doit faire. Puis, c'est pas tant de clientèle différente, mais c'est que la clientèle qui fait appel à nous a besoin d'interventions plus soutenues. Oui, il y a une détresse plus profonde qui demande plus de temps avant de s'apaiser. Donc, ça nous demande plus d'intervention, effectivement. Puis, la détresse est très présente. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Comment on les aide? Qu'est-ce qu'on leur dit? En quoi le contexte de la COVID amène un peu de différence là-dedans? Oui, le contexte de la COVID amène le fait que les gens vivent beaucoup d'isolement. Les gens souvent, oui, c'est ça, les gens souvent, pour se faire du bien, vont aller chercher un café au Tim Hortons, vont sortir, aller socialiser un peu. Là, les gens ne peuvent pas sortir, aller prendre un café, jaser avec les gens qui sont sur place. Il y en a pour qui, le soir, c'est très difficile de sortir, prendre une marche, ça apaise. Ça les apaise, ça leur fait prendre de l'air, ça fait en sorte que l'anxiété, l'angoisse diminuent. Ils ne peuvent pas sortir. Donc, ça devient toutes les stratégies que les gens utilisaient pour s'apaiser, se faire du bien. Là, ils ne sont pas disponibles. Donc, d'appeler, oui, ils peuvent appeler un ami, mais le contact d'aller voir un ami, d'aller chez quelqu'un,
Ils peuvent pas. Pour les gens qui vivent seuls, puis moi j'en connais quelques-uns dans mon entourage, on sent que c'est quand même plus difficile, même si on leur permet là, de voir une personne. Et bon. C'est pas comme un couple ou un couple avec des enfants où finalement il y a quand même toujours un minimum de personnes dans la maison. Alors que là, pour les personnes qui vivent seules, c'est doublement difficile. C'est très difficile pour eux, effectivement. Puis souvent, on est le seul contact qu'ils ont dans leur journée. Donc, c'est d'autant plus important pour nous. Si on est le seul contact, bien, ça se peut que le lendemain, on place une relance pour être encore ce contact-là. Il y a les gens qui vivent seuls. Il y a des gens aussi qui ont des ennuis de santé de type genre immunosupprimé. Fait qu'eux autres aussi, ils ne peuvent pas travailler, ils ne voient pas grand monde. Les personnes plus âgées aussi, qui sont plus à risque. Donc, il y a une clientèle pour qui la COVID, disons, a plus d'impact. Effectivement, les gens qui souffrent aussi d'un trouble en santé mentale, souvent, ils ont des stratégies pour s'aider, pour faire face, puis bien vivre, mais là, ils ne peuvent plus utiliser ces stratégies-là. Donc, ça a un double impact pour eux. En plus de l'isolement, ils ont des symptômes qui ressortent au niveau de leur santé mentale. Bon, il y a aussi certains volets de l'économie qui sont durement affectés, restauration, hôtellerie, divertissement. Donc, il y a quand même un certain pourcentage de l'économie où finalement, il y a des gens qui ont comme carrément perdu leur emploi, donc ultimement des pertes de revenus parce que l'aide gouvernementale a quand même ses limites. Ça aussi, des fois, ça peut faire basculer quelqu'un qui est un peu limite. Là. Oui, c'est ça. Ça, c'est un des facteurs aussi, là, facteurs économiques, là, les problèmes financiers, ça vient aussi rajouter au cocktail qui est là pour que la détresse vraiment soit très profonde. Je regardais quand même dans l'actualité ou dans les promotions gouvernementales, on a quand même axé beaucoup là, sur la santé. On en parle beaucoup. Oui. Là, bon, la semaine passée, c'était Belle cause pour la cause, mais même, on sent que dans les dernières semaines, il y a eu des efforts de fait à l'égard de la santé mentale, comme une prise en charge, une prise de conscience. Sentez-vous que ce volet-là finit par indirectement aider? Bien, pour moi, oui, ça aide qu'on en parle, qu'il y ait de la promotion. Juste on est là, la campagne, on est là, que la Ville de Saint-Jean et le corps policier et le communautaire ont mis en place. Plus qu'on en parle, plus les gens voient qu'on est accessible. Et moi, l'augmentation qu'on a du nombre d'appels puis du nombre d'interventions qu'on fait, c'est un signe que ça fonctionne, que les gens font appel à nos services. Ils ne restent pas seuls avec leur détresse, mais ils font appel aux services. Nous, on est une porte d'entrée, puis après ça, il y a d'autres services qui peuvent se mettre en place. Fait que pour moi, c'est très positif qu'il y ait une hausse. Une bonne partie de vos activités, évidemment, c'est le centre d'appel, donc la fameuse ligne 24-7, dont le numéro est affiché à l'écran, donc le numéro local qui est le 450-348-6300, ou sinon, quelqu'un qui fait le 1-866-APPEL, oui, c'est bien ça? Effectivement. Donc, automatiquement, il est redirigé aussi à votre centrale téléphonique. Vous avez une page Facebook, vous avez un site web dont l'adresse est actuellement à l'écran. Donc, il y a 1001 façons pour vous contacter. Effectivement, tout est possible. Bon. Je disais, la centrale d'appel, c'est la bonne partie de vos activités, mais vous avez aussi d'autres types d'interventions que vous offrez. Oui, on offre aussi le suivi en face-à-face, qui n'est plus en face-à-face, selon les recommandations de la santé publique. Donc, c'est des suivis téléphoniques que l'on fait par Zoom ou par un autre moyen, là, FaceTime, peu importe. Puis, nous avons aussi le service d'hébergement. Ça aussi, on a eu une bonne hausse là, des hébergements et ça, on en est très contents. Les gens font appel à nos services, viennent en situation de crise, coucher au centre où est-ce qu'on a 2 lits à disponibilité pour ces gens-là. Donc, les rencontres, elles, sont maintenant virtuelles, mais vous avez pu maintenir quand même votre service d'hébergement. Effectivement, avec le contexte du 2 mètres et les masques et toutes les procédures, on a pu conserver l'hébergement et ça se passe bien. Ça s'adresse à quelle clientèle, le service d'hébergement? 18 ans et plus. Peu importe la problématique, quelqu'un qui a besoin temporairement d'être retiré de son milieu pour prendre un pas de recul, reprendre un contrôle, se protéger, on est là. On permet aux gens de venir là. De quelle façon les gens se qualifient dans votre processus là, quand vous leur parlez au téléphone ou si vous les rencontrez par Zoom? Qu'est-ce qui fait que telle personne, finalement, va dire, bien, viens donc passer quelques nuits au centre d'hébergement?
C'est très simple. La personne nomme le besoin ou encore, puis après, avec l'intervention téléphonique n'est pas suffisante. La personne a vraiment besoin de prendre un pas de recul. Donc, il n'y a pas de critères d'exclusion. C'est sûr qu'on... C'est pas un hôtel, c'est pas... on demande quand même, c'est un court séjour, c'est du court terme. Donc, la personne a vraiment besoin d'un répit pour reprendre un certain contrôle. Donc, elle a accès à nos lits d'hébergement, puis à un intervenant à tous les jours pour faire le point, puis voir qu'est-ce qui est la suite des choses pour elle. Bon, je sais que parfois on parle des fameuses statistiques, mais c'est juste pour mettre en lumière, puis je l'entendais aussi encore dans d'autres entrevues la semaine passée. Au Québec, en moyenne, il y a entre 3 ou 4 personnes par jour qui s'enlèvent la vie. Donc, c'est une réalité. Donc, dans une population comme la nôtre, là, de 100, 150, 200 000, on peut imaginer, donc, évidemment, qu'on est confronté à ça. Évidemment, on essaie toujours de faire de la prévention. Malheureusement, dans certains cas, malheureusement, c'est la finalité qui arrive. Mais vous avez aussi un service pour les personnes qui sont endeuillées par le suicide, parce qu'il y a ceux qui, ultimement, s'enlèvent la vie, mais il y a ceux qui restent. Oui. Et ceux-là aussi, vous les aidez. Oui, effectivement. Nos services sont aussi pour les personnes endeuillées par suicide. Ils ont accès soit à un suivi en face-à-face, soit aussi... Quand l'événement tragique arrive, on peut rencontrer les familles, on peut prendre le temps pour vraiment voir avec elles comment va se passer la suite des choses, prendre un moment pour essayer de comprendre le mieux possible, même si souvent il y a des questions qui restent sans réponse. On prend le temps avec les familles, ça c'est sans problème. Puis on se déplace aussi à la demande des policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu sur les lieux si la famille nomme avoir besoin de notre présence. Donc, le Centre de crise et de prévention du suicide du Richelieu-Rouville, toujours évidemment très, très, très actif, surtout évidemment avec la pandémie en ce moment. Il n'y a peut-être pas d'activité pour la Semaine nationale de prévention, mais au moins, on en parle ici aujourd'hui à cette émission pour vous rappeler que le service existe, qu'il est bien présent et vous avez toutes les informations à l'écran, bien sûr, pour prendre contact. Un gros merci puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle politique municipale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, dans un de ces merveilleux shows 100% local cette semaine, Mario Bastien du service des loisirs de la Ville de Saint-Jean pour les patinoires et en deuxième partie, Patrick-Emmanuel Roy du Sport Opus. ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Les deux équipes en place à chaque semaine nous présentent de nouveaux candidats en vue de l'élection municipale de novembre prochain. Cette fois-ci, du côté du quartier NDL, Notre-Dame-de-Lourdes et une partie de Saint-Gérard, Saint-Gérard-Ouest. Pour les couleurs de l'équipe Alain Laplante, on vous présente le candidat Pierre Boudreau. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Bon, évidemment, vous êtes impliqué dans votre communauté, impliqué aussi en politique scolaire pendant quand même nombre d'années, quoique aujourd'hui, évidemment, le gouvernement a fait d'autres choix par rapport au commissaire scolaire, mais expliquez-nous un peu, puis c'est pas votre première expérience au municipal non plus, expliquez-nous un peu les motivations qui vous incitent à vous présenter à nouveau au municipal dans le même district. Bien, moi, le municipal m'a toujours intéressé. Il y a 8 ans, je me suis présenté avec l'équipe Stéphane Legrand. Ça a été une belle expérience. Puis même dans mon jeune temps, quand j'étais jeune, j'allais assister au conseil municipal. Dans le temps de Ronald Bourgard, où ce que M. Gaston Dupuis allait poser ses questions, là, j'étais là. Puis quand M. Deschambault avait été élu, j'avais travaillé avec M. Deschambault. J'assistais aux séances du conseil. En 2017, M. Laplante m'avait fait une approche pour me présenter dans son équipe en 2017. Mais comme j'étais commissaire d'école, puis
J'étais vice-président, j'étais bien où ce que je faisais. Puis j'ai dit non à M. Laplante. Puis là, M. Laplante, en 2020, pendant le temps des fêtes, il m'a approché après, on a eu des discussions avec M. Laplante. J'ai voulu voir connaître son équipe. Puis quand il m'a présenté son équipe, puis quand on s'est dit, on s'est parlé, puis on s'est dit, ce qu'on fait dans le programme, c'est ce qu'on écrit dans le programme, c'est ce qu'on va faire. C'est venu me toucher. Puis j'ai embarqué avec M. Laplante. Bon, vous étiez jusqu'à tout récemment commissaire scolaire pendant 32 ans, dont 12 ans à la vice-présidence. Oui. Mais évidemment, celle qui était présidente, c'est André Bouchard, qui aujourd'hui est l'adversaire de M. Laplante. Oui. Est-ce que vous auriez aussi souhaité que Mme Bouchard vous approche en vue de l'élection en 2021? Bien, Mme Bouchard, on s'est parlé en début décembre. Puis Mme Bouchard, j'ai été content, j'ai travaillé avec, j'ai appris beaucoup avec Mme Bouchard. Mais quand on s'est parlé, on ne semble pas avoir la même vision. Fait que j'ai dit, on n'a pas la même vision. Fait que j'ai préféré pas rien dire. Puis là, bien, pendant le temps des fêtes, M. Laplante m'a approché. Puis là, bien, c'est le fait de travailler avec Yann Langlois, puis Justin Bessette, puis Marilyn, puis Myriam Dubois. Puis il y a d'autres personnes qui vont s'annoncer, qui sont bien intéressantes. C'est venu me chercher, puis j'ai choisi l'équipe Alain Laplante. Bon. En même temps, là, vous êtes dans un district où, visiblement, sauf erreur, il devrait y avoir une course à 3, parce que la conseillère sortante, Patricia Poisson, a fait le choix de se présenter indépendante. J'imagine que Mme Bouchard va présenter un candidat ou une candidate. Comment vous voyez ça, cette campagne-là? Vous avez quand même déjà vécu la campagne de 2013, où il y avait, disons, beaucoup de candidats. En fait, il y en avait beaucoup à la mairie, il y en avait beaucoup dans les quartiers, il y avait beaucoup d'équipes. Là, ça risque d'être plus une course à 3 dans votre cas. Comment vous voyez cette campagne-là dans NDL Saint-Gérard-Ouest? Cette campagne-là, moi, je la vois avec mon expérience que j'ai à la commission scolaire. Je vais l'amener au municipal. Puis, moi, ce qui me préoccupe beaucoup à la ville de Saint-Jean, j'en ai parlé, c'est l'urbanisme. Ouais. Puis l'urbanisme, il y a des gens qui arrivent sur Pierre-Caisse, Grand-Bernier, là, c'est une de nos routes principales où ce que les gens vont à la base militaire. Puis le Festival des Montgolfières ramène beaucoup de monde. Ouais. Puis quand je regarde le Grand-Bernier, où ce qu'on part, puis il y a des usines, des blocs, des commerces, des maisons. Moi, là, l'urbanisme, il manque de vision, puis c'est ma préoccupation première. Puis Grand-Bernier, c'est une artère où il y a beaucoup de monde, puis il faut faire attention à l'urbanisme. Pendant les dernières années, puis je regarde où ce que j'ai demeuré au coin de Saint-Jacques-Grand-Bernier, où ce qui est le parc à mon père. Je regarde où ce que je demeurais avant, maison, bloc, maison. Maintenant, il faudrait qu'on soit un petit peu qu'on ait plus de rigueur. Ouais, disons qu'il y a des brisures urbanistiques là, qui remontent à 40, 50, 60 ans. Là. Moi, souvent, l'image qui me vient en tête, je trouve ça quand même intéressant qu'on aborde ce sujet-là. Je prends l'exemple de la rue Saint-Michel. Oui. Je ne peux pas croire un jour qu'il y a quelqu'un à l'urbanisme qui s'est dit « Hey, c'est une bonne idée, on va mettre des maisons d'un côté puis on va mettre des usines de l'autre bord. » J'ai de la misère à m'imaginer qu'il y a 60 ans, il y a quelqu'un qui s'est dit « Ça va être une bonne idée. » Le problème, c'est qu'on vit ça. Donc, vous dites comme Saint-Jacques, Grand-Bernier, je parle de Saint-Michel. Il y a de ces rues, puis là, je ne sais pas comment on peut défaire ça, probablement pas en un claquement de doigts, mais il y a des brisures urbanistiques dans notre ville. Puis Grand-Bernier, je prends l'exemple de beaucoup de militaires qui sortent de l'autoroute pour s'en aller à la base. Grand-Bernier, c'est pas la rue la plus cute en ville. Là. Non. Non, fait que moi, je dis qu'il faut donner un peu plus de rigueur. Puis je blâme pas les fonctionnaires qui sont à l'urbanisme. Là. Je parle plutôt de la politique, puis des fois, qui veulent faire des dérogations ou qu'on demande des dérogations. Puis des fois, il y a des gens où certaines personnes demandent des dérogations, ils l'ont pas, puis qu'ils vendent leurs propriétés, puis les autres l'ont. Fait il faut juste qu'on ait une vision à la ville de Saint-Jean. Puis on va atteindre le 100 000 de population. Fait il faut se donner une vision vers où est-ce qu'on va aller. Pour vous, c'est quoi les enjeux dans le quartier, dans le district numéro 6? Dans le district numéro 6, bien, moi, je vais parler de l'urbanisme. La sécurité autour de l'école, moi, vous savez, M. Latour, vous avez déjà siégé sur le conseil d'établissement. Moi, j'avais une rigueur à mes assemblées. Moi, j'étais commissaire de l'école de Saint-Lucien, Saint-Jacques-le-Mineur, Napoléon Bourassa, NDL. Puis mes conseils d'établissement, j'ai toujours été présent à mes conseils d'établissement. NDL, là, il n'y a jamais personne qui est venu voir le conseil d'établissement ou l'OPP pour consulter la circulation autour de l'école, tout. Ce que moi, je m'engage à faire. Puis moi, ce que je m'engage à faire, étant donné que j'étais bien présent comme commissaire d'école dans mes écoles, moi, que dans mon prochain mandat, je sois élu conseiller municipal, moi, je vais aller à la rencontre des citoyens. Comment on peut faire pour améliorer ça? Et je sais qu'il y a eu quand même de l'amélioration dans les dernières années. C'est beaucoup mieux que c'était. Ça reste que le matin et le soir, l'après-midi, en fait, okay. La rue Plaza n'est pas large.
où est-ce que le parc. Oui. Bon, heureusement, il y a un trottoir aujourd'hui, tout ça. Il y a moins de gens qui font des virages en U comme c'était le temps. Mais ça reste que c'est pas très, très large. Il y a des parents qui, malheureusement, stationnent des deux côtés de la rue. Il faut rouler très, 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 très tranquillement parce qu'il y a des enfants qui peuvent sortir rapidement des autos, même les parents eux-mêmes avec leurs portières. Mais en même temps, c'est quoi la solution? On peut faire le constat qu'il y a un problème potentiellement de sécurité, mais qu'est-ce qu'on fait? On met ça sens unique? On profite du parc où il y a un stationnement pour mettre un virage. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la circulation? Moi, vous comprendrez, M. Latour, que j'ai été 32 ans en commission scolaire, mais je m'approche du municipal, mais moi, je vais consulter la direction d'école, le conseil d'établissement. On va consulter les résidents, voir ce qui est mieux pour l'école. Puis on va consulter l'urbanisme à Saint-Jean, la sécurité civile. On va regarder ça ensemble pour qu'on ait la meilleure solution autour de l'école NDL. Mais pour vous, il faut faire quelque chose. Bien, moi, j'ai des idées, là, mais probablement en septembre, octobre, pendant la campagne électorale, je vais les sortir, je vais les dire. Ouais. Mais pour l'instant, là, je suis en train de réfléchir, mais je vais travailler en collaboration avec les citoyens et l'école. Comme il y a une vieille demande aussi, puis ça, je sais que ça ne dépend pas de la Ville, mais plus du ministère des Transports, c'est justement à l'intersection de l'école, Plaza Grand-Bernier, on est encore avec des panneaux d'arrêt. Oui. Il n'y a pas de feu de circulation, il n'y a pas de feu piéton. Je comprends qu'il y a des brigadiers scolaires, mais ça aussi, il y a une pression à mettre sur le ministère des Transports. Oui, il faut mettre les pressions, mais les lumières au coin de Plaza Grand-Bernier, c'est une solution parmi tant d'autres. Mais oui, on va travailler ça. Bon. Je vais travailler ça. Outre l'enjeu de sécurité dans le pourtour de l'école NDL, pour vous, c'est quoi les autres enjeux dans le district? Bien, moi, je regarde dans le parc NDL, il y a peut-être quelques améliorations à faire. NDL est quand même mature. Puis Saint-Gérard, je veux regarder dans le district 6 le transport sur industriel. Là. Je me rappelle qu'en 2014, quand je m'étais présenté, c'était une problématique. Puis je veux regarder si la problématique existe toujours encore. Puis travailler cette problématique-là avec les citoyens, là, puis la Ville. On va regarder ça ensemble. Bon. Voyez-vous d'un bon œil le terrain qui est, puisqu'on parle de Saint-Gérard, le terrain qui est en arrière d'Hydro-Québec, le long de Godette, là, qui a été piqueté, tout ça, pour un futur possible quartier Alzheimer. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil que finalement on finisse par maximiser ce terrain-là qui est vacant depuis la nuit des temps? Oui, moi je trouve ça d'un bon œil qu'on fait un plan comme ça, là, que de mettre des maisons puis venir peut-être saturer nos égouts, là, parce qu'on a des problèmes d'égouts, puis notre usine d'épuration a fournit peut-être pas des fois. Fait qu'il faut se donner une vision, puis c'est vers une vision comme ça que je veux que l'équipe La Plante, on s'en aille avec ça. Bon. Il y a eu un autre enjeu, il y a très, très, très longtemps, qui n'est pas revenu comme tel, c'est le phénomène du bruit le long de la rue Neuve-France. Il y avait déjà eu un projet de mettre un mur subventionné à MTQ, puis finalement, le monde en fait. Majoritairement, les gens n'en voulaient pas. Ça, c'est un choix, parce qu'il y en a même qui font le choix d'habiter là, puis ils savent qu'il y a des autos qui passent, mais évidemment, il y a plus d'autos, fait qu'il y a plus de bruit. Est-ce que vous pensez qu'on doit revenir à la charge avec un projet comme celui-là, ou si on prend pour acquis que, on reste sur Neuve-France, puis il y a du bruit parce qu'il y a une autoroute? Moi, quand je m'étais présenté dans l'équipe Stéphane Legrand, c'est un dossier que j'avais amené aux citoyens qui restaient sur le bas, puis les citoyens n'étaient pas d'accord avec ça. Hein? Il était correct comme ça. À moins que ça change. Bon. Moi... Parlez-nous de vous un peu. Tantôt, je disais commissaire scolaire pendant 32 ans, vice-président de la commission scolaire pendant 12 ans. Sur le plan professionnel, vous travaillez pour Thomas Hensbet, qu'on appelle aujourd'hui ABB. Oui. Expliquez-nous un peu, vous travaillez là depuis quand même assez longtemps. Moi, je travaille chez ABB à secteur Saint-Jean, sur la rue Longuetin. On fait des boîtes électriques. Moi, je suis préposé à la qualité, puis je travaille de nuit. Moi, je suis responsable la nuit de toute la qualité de l'usine. Toutes les fois qu'il y a un poste qui est en fonction, je dois vérifier si la qualité est conforme à Thomas Hensbet, ABB. Donc ça, c'est sur le plan professionnel. Oui. Puis sur le plan de l'implication, au-delà du fait que vous étiez commissaire scolaire, vous vous êtes longtemps impliqué, je ne sais pas moi, dans le soccer, les entrepreneurs, le tennis et tout ça. Donc, d'où vient ce désir d'implication dans sa communauté? Monsieur, moi, à mes 18 ans de mémoire, là, j'étais dans les loisirs NDL. Puis j'ai toujours été impliqué. Mes enfants ont fait du soccer. Je fais la guignolée à tous les ans avec mes enfants. J'ai participé au conseil d'administration de l'Estacade. J'ai toujours été impliqué. Toujours. Puis ça fait partie de moi, puis ça fait partie de ma passion. Il faut s'impliquer dans la société, puis il faut... j'aime ce que je fais. Bon. Vous savez qu'une campagne électorale, c'est exigeant. Vous l'avez déjà vécu. Puis ultimement, on veut gagner, mais évidemment, il y en a juste un qui gagne, c'est mathématique. Mais...
Qu'est-ce qui fait que ça vous tente encore de dire, je vais me retaper une campagne électorale, je vais refaire mes portes, puis que je gagne, que je perde, regarde, je le fais, je m'implique et tout ça. Ce désir-là, il vient d'où? Est-ce que c'est demandant une campagne électorale? Moi, M. Lato, c'est la passion. Moi, à la commission scolaire, j'ai la passion. Puis moi, faire du porte-à-porte, M. Lato, là, c'est un plaisir. C'est un vrai plaisir à rencontrer les gens. Puis des fois, ils nous informent, puis ils nous posent des questions, puis des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Puis non, moi, faire du porte-à-porte, là, quand je me disais, je suis allé faire mon porte-à-porte en 2014 avec M. Legrand, là, c'est donc pas un péché. J'aime ça aller à la rencontre des gens. Puis moi, dans mon prochain mandat, mais je suis élu conseiller municipal, je vais aller à la rencontre des gens, moi. Je vais aller une journée, un samedi matin, je vais aller cogner sur une rue, n'importe quelle rue, dire bonjour, bonjour, je suis conseiller municipal, j'aimerais vous rencontrer. Tu sais quoi qui ne va pas dans la ville? Parce qu'il faut être à l'écoute de nos citoyens. Il faut être à l'écoute. C'est eux autres nos patrons. Pierre Boudreau, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Du côté de Chambly, on vous invite à éviter les parcs à chiens. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a une éclosion de la toux du chenil. Donc, c'est très important pour éviter ça. Donc, pas de parc à chiens du côté de Chambly pour les prochaines semaines. À demain. Bye-bye.